Bonjour maintenant à tous et à toutes. Avec AOS et Conseil, l'histoire avec justement les différents collectifs, les AOP, les IGP, c'est une longue histoire que nous avons commencé déjà il y a un bon moment. Avec Jean-Marc, nous avons accompagné un certain nombre justement d'appellations, des petites, des grandes, des interpros, avec des collectifs très dynamiques, avec d'autres qui traversent des périodes plus complexes. Mais finalement, en fait, on se rend compte que nous retrouvons toujours les mêmes questions, les mêmes problématiques. Comment rester attractif? Comment justement continuer à donner envie? Comment embarquer les vignerons dans un projet collectif? Et comment préparer l'avenir sans renier ce qui fait notre identité? Et c'est précisément justement l'objet de ce webinaire. Mais une appellation, c'est loin d'être un cahier des charges unique. Bien sûr, c'est sa réalité, un cahier des charges évolutif, mais une appellation, c'est bien plus que cela. Avant tout, c'est une maison commune, c'est une vision partagée, c'est un état d'esprit, c'est une culture, c'est même une manière d'habiter un territoire, et puis c'est une promesse collective. C'est un lieu où justement se construisent des projets, où se prennent des décisions et où s'organisent les évolutions de demain. Autrement dit, une appellation est vivante et comme tout organisme vivant, eh bien, elle doit continuer à évoluer. Et si nous avons justement souhaité réaliser ce webinaire, c'est que nous croyons profondément à la force justement des AOP, parce que peu d'organisations en fait disposent d'autant d'atouts, une histoire, un territoire, un collectif, des projets communs, et un sens d'être ensemble et un pouvoir justement d'action aussi important. Alors, notre conviction justement, c'est que l'AOP n'est pas du tout dépassée. Au contraire, l'AOP, notre conviction est que souvent l'AOP est sous-exploitée à ce jour. Aujourd'hui, on ne va pas vous revenir là-dessus sur les notions de tout évolue. Les consommateurs, les usages, les circuits, les générations de consommateurs, le climat et bien sûr les vignerons eux aussi, bien heureusement. Mais au-delà de ça, ça veut dire que les attentes changent, les repères changent, mais les priorités aussi changent. Et en fait, lorsqu'une AOP ne change pas, ne bouge pas, ne suit pas ces évolutions, elle finit justement par subir. Alors, quand nous parlons aujourd'hui de piloter justement une AOP comme une marque, parfois je dis AOP, parfois AOC, excusez-moi, selon où je me situe sur la frontière. Il ne s'agit évidemment pas de standardiser les vins, ni d'effacer les territoires, ni de faire d'ailleurs du marketing pour du marketing. L'idée là-dessus, au contraire, c'est de renforcer ce qui fait la force d'une appellation. Sa lisibilité, sa cohérence, sa capacité à donner envie et sa capacité à fédérer un collectif. Et justement, pour illustrer cela, avec Jean-Marc, on a choisi 3 sujets très concrets, 3 leviers qu'on va décliner maintenant, qu'on retrouve régulièrement dans ces accompagnements. Le premier, ça va concerner justement les usages, les nouveaux usages. Comment rester pertinent lorsque les modes de consommation évoluent? Premier élément. Deuxième sujet qu'on étudiera, c'est le marketing territorial. Comment rendre un territoire justement visible, singulier et désirable. Et puis le troisième concerne l'engagement collectif, comment faire vivre un projet porté par des femmes et des hommes. On va voir donc 3 sujets différents, mais une même ambition, faire d'une AOP une organisation vivante, lisible et tournée vers l'avenir. Et vous allez voir que tout au long justement de ces webinaires, pour toucher les choses concrètement, les idées, les concepts, avec Jean-Marc, on a eu le parti pris de les illustrer justement par des cas que nous avons rencontrés, que nous avons construits, pour pouvoir l'illustrer plus pleinement. Et je passe du coup la parole à Jean-Marc pour attaquer sur les nouveaux usages. Une question qui revient assez régulièrement depuis quelques années que nous travaillons avec les AOP, c'est comment faire pour s'adapter à ces nouveaux usages. Donc les constats, on ne va pas revenir longuement dessus, mais la question est vous la vivez collectivement, quotidiennement, sur le fait que le vin sort de la table, on va dans de nouveaux moments de consommation, que les plus jeunes ne semblent pas s'y intéresser parce qu'ils ne comprennent pas forcément. Donc, face à toutes ces évolutions, certaines AOP ont choisi de ne pas subir et elles ont décidé
d'imaginer de nouvelles réponses, des nouveaux profils, des nouveaux usages. Donc, avec Agnès, on se propose de vous présenter 2 exemples très différents, mais qui tournent autour de cette logique de s'adapter. Donc, le cas de Madiran avec Bleu Tanat et le cas de Bordeaux avec le Claret. Donc, ces 2 appellations, face à toutes ces évolutions, elles ont décidé de ne pas subir. Donc, on est face à 2 territoires complètement différents, 2 histoires différentes, mais qui cherchent à répondre à une même question, donc, ou presque. À Madiran, on cherche à recruter de nouveaux consommateurs, alors que le tanat est souvent associé à des vins puissants, des vins tanniques, voire même intimidants. Et à Bordeaux, c'est comment répondre à des nouveaux usages, alors que une bonne partie des consommateurs associe encore le Bordeaux à des vins boisés, des vins puissants, des vins construits pour la garde. C'est pas forcément vrai, mais c'est comme ça que c'est perçu. Donc le résultat de la réflexion, donc dans les 2 cas, il ne s'agissait pas de changer d'identité, hein, c'est juste de répondre au mieux aux attentes. Donc le résultat a pris 2 formes différentes. Bleu Tanat propose un tanat plus accessible, plus fruité, plus immédiat. Et Bordeaux Claret donne aussi une autre expression du rouge bordelais, plus léger, plus frais, plus facile à partager, à boire frais, voire même sorti du frigo. Donc, dans les 2 cas, l'idée, c'était pas de remplacer des vins existants, mais d'ouvrir plutôt une porte supplémentaire. On remplace pas, on crée pas une référence de plus, il y a quelque chose qui était possible et on s'en empare. Et une fois la question posée, comment arriver à ce résultat, il fallait réussir à trouver la bonne méthode et trouver surtout la bonne réponse. Donc, quand on veut faire évoluer une AOP, alors c'est peut-être écrit petit, mais on va détailler et vous aurez le support. On pense souvent immédiatement à transformer le cahier des charges. Or, avant de transformer le cahier des charges, vous avez quand même pas mal toute une graduation de possibilités avant de toucher au cahier des charges. Il y a un premier niveau, par exemple, c'est simplement faire évoluer le discours. Je prends le cas de Fan de Chenin. Alors, Fan de Chenin, c'est pas un dossier qu'on a suivi, mais c'est un dossier très intéressant. Donc, le Chenin, il existait déjà. Les vins, ils existaient déjà, mais l'idée, c'était de les rendre plus accessibles, plus sympathiques, plus faciles à comprendre. Donc, on ne change pas le produit, on change la façon de le raconter. Hein, on travaille sur des éléments de langage. Hein, c'est pas forcément un gros mot, les éléments de langage. On essaye on en parle autrement. Voilà. Et parfois, ça suffit pour recruter de nouveaux consommateurs. Le 2e niveau, c'est de créer une démarche collective volontaire. C'est-à-dire, on s'engage si on a envie. On n'est pas entraîné par l'ensemble de l'appellation. Donc, on veut faire émerger un style, une vision, une promesse, mais sans toucher à l'AOP. C'est le cas de Bleu Tanat à Madiran ou un autre dossier qui est le collectif Négrette à Fronton. Dans les 2 cas, j'ai des vignerons qui décident de travailler autour d'une philosophie commune. Ils définissent des règles, un style, une identité. Mais la démarche reste volontaire. Le cahier des charges, il ne change pas. La démarche, elle est juste gérée comme une marque privée. C'est-à-dire, je monte dans le train de Bleu Tanat, je respecte les règles de Bleu Tanat, mais toute l'appellation n'est pas obligée de suivre. Et tout ça, ça se fait sans changer le cahier des charges. L'AOP ne change pas, on crée simplement une lecture complémentaire du territoire. 3e niveau, on peut créer une segmentation supplémentaire. Ça a été le dossier Patience à Picpoul. Agnès, je crois, a travaillé dessus aussi. Le projet repose sur des règles spécifiques, des sélections parcellaires, des maturités poussées, des élevages prolongés, une autre philosophie du Picpoul classique. Et là, on ne remplace pas l'AOP non plus. On enrichit sa lecture, on rajoute une autre vision, une case en quelque sorte, on apporte un nouveau repère au consommateur. Et 4e niveau, le cas de Bordeaux-Claret, on fait évoluer le cahier des charges. Parce que parfois, les autres solutions ne suffisent plus, parce qu'on veut créer un véritable nouveau produit, on veut le cadrer, on veut l'ouvrir au plus grand nombre, pas parce que les usages ont profondément changé. Le collectif estime qu'il faut aller plus loin. Donc pour Bordeaux-Claret, on a fait évoluer le cahier des charges sur les tanins, sur la couleur, sur un tas de choses. Et on a même fait évoluer des règles nationales qui paraissaient immuables. C'était un dogme. Là, on ne pouvait pas y toucher. Typiquement, on a réussi à faire bouger
la notion d'édulcoration qui était un gros mot dans les vins. Et ça a bougé nationalement parce que collectivement, à Bordeaux, il y a quelques vignerons qui avaient envie que ça bouge. Et puis quand ils en ont parlé à leurs collègues d'autres régions, ils se sont dit, votre truc, c'est pas mal. On va vous suivre. Donc, une fois de plus, ça part toujours de la base. Donc, les règles, elles ne sont pas là pour empêcher d'avancer. Elles peuvent évoluer. Quand le projet, il est clair, il est cohérent, et il est porté collectivement, les règles, on peut les faire bouger, même ce qui paraissait gravé dans le marbre. Donc, la question, elle est, au final, est-ce qu'on doit bouger le cahier des charges? Elle n'est pas celle-là. La question, c'est quoi le bon outil pour répondre aux problèmes que nous avons, qu'on a identifiés? Ça peut être faire bouger le cahier des charges, ou ça peut être simplement aller du vin autrement. Il y a toute une sorte de graduation. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a choisi la méthode, mais il faut encore dérouler en quelque sorte, et il faut se poser un certain nombre de questions. Hein, et surtout, il faut sortir de son cadre habituel. La première question qu'il faut se poser, c'est qui sommes-nous? Voilà, c'est qu'est-ce qui fait notre singularité profonde? Et là, on a, par exemple, interrogé, pour le cas de Bordeaux-Clara, mais aussi dans plusieurs dossiers, on a interrogé, bien entendu, les vignerons, ils sont au cœur du réacteur. Mais on a interrogé des négociants, des distributeurs, les acheteurs professionnels, c'est eux aussi qui font ça marche ou ça marche pas, vous n'êtes pas tout seul, des agents commerciaux, des cavistes, des journalistes. Parce qu'une AOP, c'est pas seulement ce qu'elle produit, c'est tout un système, c'est ce qu'elle évoque, ce qu'elle promet, la façon dont elle est perçue. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on découvre qu'une AOP, c'est beaucoup plus riche qu'on pensait. Deuxième question, on a regardé ce qui fonctionne. On a regardé d'autres régions. Ça, c'est le premier réflexe. Il y a d'autres régions en France, mais d'autres régions à l'étranger. Par exemple, pour Bordeaux, on a bien décortiqué la Rioja en Espagne, le Prosecco, le Chianti en Italie, même la Bourgogne. L'idée, c'est pas de copier, c'est de comprendre comment ils font. Troisième question, on s'est dit, allons plus loin. Regardons hors du vin parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes. On a regardé la segmentation, par exemple, du jambon en Espagne. C'est une vraie culture, le jambon. On a regardé une marque connue de tout le monde qui est Nespresso. Nespresso, la réussite est intéressante, l'utilisation est simple, la compréhension est simple. On s'est dit pourquoi c'est intéressant, etc. Des spiritueux, d'autres produits de terroir, parce que les bonnes idées, elles sont pas toujours dans notre secteur. Il ne s'agit pas de copier, on ne va pas copier le café. Il s'agit de comprendre pourquoi ça marche. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que cherche le consommateur? Quels usages? Quels sont les freins? Quels sont les nouveaux moments de consommation? Et comment répondre aux attentes sans renier qui nous sommes? Voilà, on ne cherche pas à inventer un produit, on cherche à apporter une réponse. Et tout ça en restant fidèle à notre identité. L'idée, c'est pas de partir dans tous les sens et de faire en sorte que Bordeaux ne soit plus Bordeaux. Voilà. Donc, une fois qu'on a pris du recul, qu'on a regardé un petit peu tout ce qui se faisait, tout ce qui nous plaisait, tout ce qui va pas, il y a une autre étape qui commence, et c'est là où on se pose la question, que doit-on faire évoluer? Parce qu'observer, ça suffit pas. À un moment, il faut décider. On peut observer pendant 15 ans. Et si on décide pas, on observera encore pendant 15 ans. Donc, à un moment, il faut décider, et c'est là où c'est la partie la plus difficile, parce qu'il faut trancher. Les appellations, elles ont toutes leurs habitudes, leurs certitudes, des choses qu'on n'ose même plus questionner. Pourquoi il y a cette virgule dans le cahier des charges? On la bougera jamais, c'est comme ça. Donc, à un moment, il est parfois utile de se demander, est-ce que cette règle, elle est toujours pertinente? Est-ce que cette pratique, elle sert encore le projet collectif? Est-ce que c'est réellement notre identité? Est-ce que ça protège notre identité? Ou est-ce que c'est devenu une habitude? Voilà, à Bordeaux, la question qui est apparue tout de suite, c'est est-ce que le Bordeaux rouge doit forcément être puissant et boisé? À Madiran, est-ce que le tanat s'exprime uniquement au travers de ces tanins? Les questions, à la base, auraient pu paraître provocantes, mais elles ne le sont pas du tout, parce que finalement, Bordeaux n'a pas toujours été comme ça, et Madiran non plus. Donc, elles traduisent une volonté de comprendre l'essentiel. Voilà, parce que pendant ce temps-là, les choses continuent de bouger. Je me permets une précision là-dessus par rapport à Madiran, justement. Il y a eu une évolution du cahier des charges, mais qui était souhaitée auparavant, avant même le tanat, parce qu'il y avait cette prise de conscience, justement, de vouloir aussi mettre sur le marché des vins plus jeunes, des vins plus accessibles.
Et cette volonté de modifier le cahier des charges, après, a été accélérée justement par la volonté de créer cet univers Bleu Tanat que nous avons posé. Voilà, donc on ne change pas forcément d'identité, on permet à l'identité de continuer à vivre, de continuer à se séduire, de recruter. Par contre, ne pas bouger, c'est parfois où ça nous mène. Donc, ça c'est un peu sur la démarche qui a été faite un petit peu à Bordeaux, on en reparlera un peu plus tard. Maintenant, je fais passer la main à Agnès sur un autre sujet qui est le marketing territorial. Qu'est-ce que je l'aime ce sujet. N'est-ce pas? Oui, en effet, quand on parle d'une AOP, en fait, on commence souvent par une carte, un point rouge, une localisation, c'est utile. Mais soyons honnêtes, est-ce que spontanément, quand vous rencontrez des gens, spontanément, on arrive à situer, je prends l'exemple de Saint-Chilian, Madiran, l'Entre-deux-Mers? Bien souvent, non. La réponse est non. Et une carte, en effet, elle permet de repérer, mais une carte, elle ne permet pas de ressentir, elle ne permet pas de s'attacher, de donner envie. Et pourtant, nos appellations, elles disposent d'un formidable capital. Elles ont des paysages, elles ont des histoires, elles ont des rites, elles ont des traditions, elles ont des villes, des villages, des personnalités, des accents, des façons de vivre. Et le marketing territorial, en fait, il va consister simplement à rendre visible ce qui existe déjà. Car au fond, un territoire n'est pas une géographie, c'est son récit. Et ce récit, c'est souvent votre plus grande différenciation. L'enjeu ne sera donc pas d'inventer ce récit et inventer ce marketing territorial, mais de le révéler. Alors, si on peut, voilà. Ici, justement, toujours dans la même démarche avec Jean-Marc, illustration, il va y avoir 2 cas également que je vais reprendre sur le marketing territorial pour pouvoir arriver à toucher un peu plus du doigt ce qu'on veut exprimer. Donc, j'ai pris ici l'exemple de l'Entre-deux-Mers qui illustre parfaitement justement cette idée. Lorsque nous avons commencé à travailler donc, avec l'appellation, nous nous sommes rendus compte qu'une chose assez surprenante, les Bordelais, en fait, avaient parfois du mal à situer justement le territoire de l'Entre-deux-Mers, alors qu'il se situe juste au bout du pont auquel ils ont accès. Pour quelle raison? Probablement, l'Entre-deux-Mers n'a pas forcément justement une image pour eux, une ambiance, n'exprime pas quelque chose de particulier. Et donc, du coup, on a changé un peu la question de départ, plutôt que de se demander où se situe l'Entre-deux-Mers, c'est de se demander qu'est-ce que raconte l'Entre-deux-Mers. Et là, soudain, apparaissent des évidences. On voit à ce moment-là 2 fleuves, on voit à ce moment-là justement une terre entre ces 2 eaux, on voit une fois qu'on a passé ce pont, une lente ascension, on voit là-dessus des vallons, on voit des bastides, on voit une campagne très préservée, et donc on voit ce territoire que l'on découvre justement une fois qu'on a franchi le pont. Et donc progressivement, l'idée est apparue pour nous. C'est-à-dire qu'on a fini par signer pour le territoire de l'Entre-deux-Mers la Grande Île, comme vous le voyez sur la droite ici, justement avec l'identité que nous avons posée. Et si on regarde même plus loin sur cette identité avec la signature La Grande Île, nous avons ici le E de l'Entre-deux-Mers qui représente justement ce pont, qui représente justement ces fleuves. Donc, cette expression, ici visuelle, va raconter davantage qu'une localisation. Elle va raconter là pleinement un dépaysement, une terre à explorer, vraiment un monde à part qui se situe ici sur cette carte qui est représentée. Donc, un territoire n'est pas forcément ce que l'on veut situer. Un territoire, c'est ce que l'on veut visualiser, passer du point rouge à ce qu'on veut visualiser à l'œil. Et donc, voilà, petit à petit, là, ce qu'on est en train de dessiner, c'est justement notre carte postale. Alors, si on poursuit, un territoire, il ne va pas se résumer justement à ces paysages. Restons en Entre-deux-Mers. Regardons justement ici les hommes qui vont habiter ce territoire. Dans l'Entre-deux-Mers, ce que nous avons découvert, nous avons découvert qu'il y avait vraiment un état d'esprit très particulier et qui se distingue pleinement de toutes les autres appellations qu'on va retrouver à Bordeaux. On a des familles justement de vignerons très ancrées, avec des histoires familiales sur plusieurs générations. On a une certaine indépendance, des gens qui travaillent vraiment en direct. On a une forme de liberté. On a quelque chose de presque insulaire. Et donc, voilà, c'est là qu'est le vrai sujet. C'est-à-dire que les consommateurs ne retiennent pas les sols ou les cépages.
ils retiennent les personnalités, ils retiennent les comportements, une manière de vivre. Et c'est ici que nous avons conclu en Entre-deux-Mers sur un des éléments clés de langage. Ici, l'homme est un terroir. Paysan, depuis de nombreuses générations, c'est ça qui va faire sa différence justement dans les autres territoires de Bordeaux. On a un esprit sud-ouest, on a une proximité à la terre, on a un accueil sur place, on a beaucoup d'autonomie. Et petit à petit, en plus de cette identité visuelle, on arrive aussi à traduire par ce côté textuel, eh bien, également ce marketing territorial qui va s'exprimer à travers les œuvres. Alors, on poursuit encore un peu notre tour de France. Là, je vous propose, on embarque et on prend justement la petite voiture rouge pour aller jusqu'à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, rendre visite aux gars de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Alors, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, pour pouvoir le resituer, on est donc sur une appellation communale, on est sur un seul et même village. Imaginez, vous avez à peu près 100 vignerons, tous indépendants et tous cousins globalement. Ils cultivent leurs vignes dans un même village. Ils cultivent quasiment un seul et même cépage, le Cabernet Franc, pour réaliser, on va dire, quasiment une seule couleur, le rouge. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Soit ils se bagarrent, soit ils coopèrent. Bon, c'est la voie qu'ils ont choisie à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, ce qu'on peut appeler d'ailleurs la coopétition, de travailler réellement ensemble. Alors, à Saint-Nicolas, bien sûr, continuons sur le marketing territorial, il y a des grottes. Elles sont extraordinaires. Et puis d'ailleurs, c'est vraiment ce qui va marquer justement le territoire de Saint-Nicolas, parce que c'est très particulier. On y élève les vins, on y stocke les bouteilles, on y déguste. Mais ce qui va marquer le plus les visiteurs, en fait, ce sont les soirées qu'on va passer à Saint-Nicolas-de-Bourgueil avec les gars de Saint-Nicolas. Parce qu'on va apprécier là leur convivialité, leur simplicité, leur sens de la fête et la capacité à refaire le monde justement dans ces grottes où le monde s'arrête. Et finalement, allons plus loin dans le marketing territorial de Saint-Nicolas de Bourgueil, ils ont quelque part conquis, à une certaine époque et depuis ils ne les lâchent pas, toutes les brasseries parisiennes. Et finalement, quand on regarde ces brasseries parisiennes, on retrouve ce même état d'esprit, quelque chose justement où on a envie de dire, dans les brasseries, on festoie et dans les grottes, on ripaille, mais c'est toujours la même histoire, le même caractère convivial. Quelque part, cette popularité, justement, simple, cette simplicité, en effet, d'aborder le vin en toute convivialité. Alors, donc, on voit ici, dans ce cas, que l'ancrage territorial, il révèle pas seulement un lieu, il révèle une manière d'être ensemble, et que ça peut dépasser aussi son propre territoire. On peut être même associé à un autre territoire, et pour ça, prendre la petite Fiat 500 pour pouvoir se diriger de l'un à l'autre. Alors justement, regardons comment on fait émerger justement ce récit. Première étape, eh bien, c'est trouver sa fameuse tour Eiffel. Et là, pour ça, regardez autour de vous. Observez justement ce qui émerge. Profitez des territoires qui sont déjà établis, déjà nourris, parce que bien souvent, il y a plein de choses autour de vous dont vous ne prenez pas toujours pleinement conscience, omnibulé justement par l'univers viticole et par les cailloux. Autrement dit, ce symbole, il va construire l'image mentale qui vous permettra d'exister dans l'esprit des gens. Alors, la Tour Eiffel n'est pas Paris, on est d'accord. Mais par contre, elle représente Paris, et même elle représente la France. De la même façon, la Grande Île n'est pas l'entre-deux-mers. Par contre, elle raconte l'entre-deux-mers. Et donc ça, c'est vraiment un exercice, en effet, de simplification, mais qui est important, qui peut parfois faire peur, mais il est nécessaire. Car aujourd'hui, dans un monde saturé d'informations, on a besoin justement de travailler cette simplification pour être mémorisé. Ça devient un enjeu majeur. Et donc, quelque part, je vous invite à changer justement la question qu'on a évoquée déjà tout à l'heure. Au lieu de dire où se situe, c'est cette notion réellement de que racontons-nous. Et c'est souvent là, justement, que commence le marketing territorial. Alors, une personnalité, pour pouvoir finir là-dessus, une personnalité justement collective, on est d'accord, elle ne se décrète pas. Elle va émerger petit à petit et c'est un travail. Alors là, j'ai un peu posé des conditions, des bonnes pratiques pour pouvoir le faire émerger. Premier élément, il va y avoir souvent un groupe de travail qui va être justement la figure de proue, qui va partir devant et qui va travailler justement sur cette expression-là.
Ce groupe de travail va se mettre un peu à nu quand même pour pouvoir sortir des choses qui sortent des sentiers battus. Et pour ça, je m'en suis rendu compte après justement mes premiers accompagnements justement de collectifs où je n'avais pas prêté suffisamment attention à cette notion-là. Il est important de poser un cadre de confiance. Un cadre de confiance entre les personnes qui vont travailler ensemble pour pouvoir justement se dire tout, et un cadre de confiance pour savoir qu'est-ce qui est attendu d'eux et quel est le contrat justement passé avec le conseil d'administration, avec le bureau, avec qui c'est l'ensemble des vignerons. Le deuxième levier que j'identifie, c'est aller chercher l'effet miroir. Je trouve que l'effet miroir a un effet justement complètement bluffant. Dans ça, je pense à quoi? Les voyages d'études, les rencontres avec d'autres territoires, les jumelages, se rencontrer entre AOC, échanger. En effet, en découvrant les autres, en fait, eh bien, vous allez finir par vous découvrir vous-même. Parce que, voilà, vous allez voir leur image collective et vous allez petit à petit aussi voir dans leurs yeux l'image collective que vous créez en étant ensemble. Pour ce travail-là également, il faut accepter, troisième point, accepter le lâcher-prise. Ça, sortir des discours convenus, accepter d'être surpris, de regarder son territoire différemment et du coup aussi ne pas vouloir tout le temps les choses parfaites, mais accepter aussi les éléments, les traits saillants. Donc ça, c'est un autre point. Valoriser les rites, les habitudes, les traits saillants. Sur vos territoires, vous avez des façons d'accueillir, vous avez des moments de convivialité, vous avez des moments et des façons de célébrer. Vous avez des anecdotes incroyables que vous osez à peine raconter. Eh bien, c'est le moment justement de les poser, ces fiertés, ces caractères. Tout ce qui va rendre votre territoire vivant. Et en fait, très souvent, les échanges les plus riches, ils vont commencer justement à partir du moment où on parle de tout, sauf du vin et des cailloux. Parce que ce qui va différencier réellement votre AOP, elle n'est pas toujours justement dans son sous-sol, elle est dans les personnalités. Dernier point que je voulais aborder dans le marketing territorial, c'est qu'une AOP, vous avez bien compris, s'il y a une carte postale, elle fait rêver, l'AOP est aussi une destination. Et dans ce cadre-là, une destination, elle se vit spontanément, on va penser qu'elle se vit sur place. Oui, mais elle peut aussi se vivre à distance. Et tous les consommateurs et tous les prescripteurs et tous les distributeurs ne viendront pas chez vous dans vos vignobles. Pourtant, ils peuvent découvrir votre territoire par un reportage, un podcast, une gazette, des vidéos, à travers les réseaux sociaux. Le territoire, il continue à ce moment-là de vivre, il se découvre par procuration, à distance, il se prépare avant un voyage, il se vit pleinement quand on est sur place, et il permet aussi d'être prolongé après, justement, par le souvenir. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve justement sur des supports, je prenais l'exemple magazine sur l'AOC Provence, qui partage une playlist, qui partage des boutiques artisanales d'art de vivre, des adresses gourmandes, un village à visiter, des visites d'ateliers et autres. Donc, l'idée, c'est de nourrir cet imaginaire, donner envie, créer le souvenir, parce qu'en fait, votre territoire, il vit partout où son histoire circule. Donc, pour conclure sur le marketing territorial, gardez ces 4 questions en tête. Quelle image mentale créons-nous? Quel est notre tour Eiffel? Quel est notre état d'esprit, notre façon d'occuper justement notre territoire et ailleurs d'ailleurs? Et comment faisons-nous voyager sur notre territoire? Parce qu'une AOP raconte une histoire, mais un territoire, il raconte une destination, et ça, c'est beaucoup plus désirable. Et cette désirabilité, justement, elle va nourrir aussi l'engagement collectif dont Jean-Marc, maintenant, va nous parler. Merci Agnès. Donc, depuis le début de ce webinaire, on parle de nouveaux usages, etc., d'évolution d'AOP, mais aucun de ces projets n'existe seul. Et chaque idée, eh bien, il y a des femmes et des hommes qui ont décidé de s'engager. Le souci, l'engagement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pour ça, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et c'est loin d'être un sujet annexe. Donc, les constats, on les connaît. On a souvent, on pratique le collectif depuis très, très longtemps avec Agnès. On voit des élus ultra motivés, mais aussi ultra sollicités. On voit beaucoup de vignerons aussi qui aimeraient voir les choses bouger, mais qui n'ont pas forcément le temps.
ni même l'envie, ni même la légitimité perçue. C'est-à-dire, dans leur tête, ils disent « Ah non, c'est pas pour moi », pour s'engager dans une commission ou un mandat. Mais le souci, c'est que une AOP, ça changera jamais seul. Ça change pas par décret. Il suffit pas de claquer des doigts et ça change pas avec la volonté d'une ou deux personnes. Ça change au travers du collectif. Donc, pour faire évoluer une appellation, eh ben, il faut réussir à créer des petits groupes motivés. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait émerger cet engagement. Donc, on va reprendre deux cas. Le cas Bordeaux, dont on a déjà beaucoup parlé, et aussi un cas beaucoup plus rapide, mais qui a été intéressant sur la démarche qu'on a travaillé il y a quelques années. C'est le cas Touraine, où on a pu organiser un certain nombre un séminaire. Donc, ces deux appellations, Bordeaux, vous connaissiez la question, on en a déjà parlé, et la Touraine, il y a 4-5 ans, quand on a travaillé avec, ou 3-4 ans, c'était, la question, elle était simple, c'est comment sommes-nous perçus à l'extérieur, par les acheteurs, par les journalistes, par les acteurs de l'aval, mais aussi comment sommes-nous perçus par les vignerons, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, et la vraie question, c'est comment faire pour que l'appellation soit encore plus désirable demain. Donc ça, c'était. Alors comment est-ce qu'on a procédé dans ces deux cas où les questions étaient pas du tout les mêmes, mais au final la méthode, si est presque la même. Donc première chose, on crée un vrai groupe de travail. Et quand on dit un groupe de travail, c'est pas une commission. Et une commission, c'est souvent stable. Un groupe de travail, c'est quelque chose de vivant, d'ouvert, c'est quelque chose qui est mouvant, voire même hétérogène, parce que les questions difficiles qu'on a à se poser, elles méritent souvent des regards différents et au final, c'est l'intelligence collective créée par ce groupe qui est au centre du débat, c'est elle qui fait émerger les idées. Donc la question est donc qui pour participer à cette réflexion et jusqu'où ouvrir le cercle. Donc un groupe de travail, c'est vivant, on vient de le dire. Alors comment on le constitue? Qu'est-ce qu'on met dedans? Ben, dans les deux dossiers, on a élargi. On est allé voir des profils très très différents déjà en interne, chez les vignerons. Donc des jeunes, des anciens, des néo-vignerons, des profils plus expérimentés, des personnes très engagées dans la vie de l'appellation et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. D'autres qui n'ont jamais mis les pieds dans un conseil d'administration, et parfois même des profils critiques. Quand on entend « Ah, celui-là, non, il va nous casser les pieds », et ben c'est peut-être le moment d'aller le voir. Alors, pas tous non plus, il faut que ça avance, mais c'est intéressant de les écouter, parce qu'un groupe homogène, ben, ça dit souvent des choses sympas, mais ça produit souvent des idées homogènes. Et quand on mélange les expériences, les sensibilités, les parcours, et ben les discussions changent de nature. On voit les angles morts qui apparaissent, tiens, ça, on n'y avait pas pensé. Et puis, les idées circulent davantage, les solutions deviennent plus collectives. Donc, notre expérience, un petit peu, dans les collectifs qu'on a pu mener, c'est souvent ça, c'est qu'elle nous dit que la qualité d'un projet, ben, ça dépend moins du nombre de réunions que de la diversité des personnes autour de la table. Voilà. Des gens d'accord autour de la table, ils n'ont pas besoin de nous, ils avancent ou ils avancent pas, mais l'important, il faut que ça circule. Donc, cette diversité, ça permet de faire émerger des idées, mais créer un groupe interne avec la diversité, ça suffit pas toujours. Il faut parfois des invités. Des invités, donc il faut aller large. Bon, ça, je vais passer un petit peu rapidement, je viens de le dire. Et les invités, c'est élargir le cercle. Et dans les deux cas, on est allé questionner, ou carrément on a invité à réfléchir avec nous dans les commissions de dans le groupe de travail, des négociants. Des négociants parce que eux, ils sont au contact direct du marché. Vous allez me dire, les vignerons aussi.
Ben, il y a des négociants, quand vous avez un responsable commercial qui se fait 40 pays par an et qui est 120 jours par an à l'export, je peux vous dire qu'il est en prise directe et il a parfois des choses à dire. Le laboratoire, parce qu'il sait ce qui est possible, il sait ce qui est pas possible, il a aussi son avis. Le journaliste a un avis sur tout, mais de temps en temps, il faut les écouter. Les historiens, parce que l'histoire est pleine d'enseignements. L'office de tourisme, hein, on revient sur le marketing territorial, ils ont des choses à dire, des prescripteurs, sommeliers, journalistes, et bien sûr des acheteurs. Dans un cas comme dans l'autre, parce que moi, donc, comme je suis ancien acheteur, j'ai pu avoir un certain nombre de connexions, j'ai beaucoup questionné ce monde parce que à la fin, c'est eux qui vendent. Donc, ils ont aussi des choses à nous dire. On ne va pas tout écouter, mais ils ont des choses à nous dire. Donc, il faut élargir le cercle parce qu'une AOP, ben, ça ne vit pas seule. Hein, il y a tout un écosystème. L'AOP, elle ne s'arrête pas à la sortie de coacher. Donc, l'idée, c'est de mettre tout le monde ensemble, certains sur toute la durée, d'autres dans une phase préparatoire, d'autres dans une phase un petit peu plus finale pour tester. Mais donc, on a constitué ce groupe de travail. Maintenant, il faut lui faire produire. Dans le cas de Bordeaux, par exemple, on a produit un travail individuel avant même de commencer. C'est-à-dire, chaque participant au groupe de travail devait travailler sur un dossier. Certains ont bossé sur le Riora, d'autres Prosecco, le Nespresso, le jambon. L'idée était simple, hein, c'était qu'individuellement, ils essayaient de comprendre ce qui marche et qui marchait, et ensuite ils restituaient aux autres, hein, des devoirs à la maison, bah, évidemment, sous notre bienveillant encadrement. Hein, moi, on s'appelait très régulièrement. Et après, on a commencé à faire des premières visios où on partageait les découvertes, on alignait les réflexions, on confrontait les points de vue, et ça a pris quelques semaines, hein, donc à échanger, mais les idées qui commencent à émerger, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut commencer à choisir, il faut prioriser, donc on commence à converger vers un certain nombre de solutions, et pour ça, il n'y a pas 50 solutions, il faut travailler vraiment ensemble. Et en Touraine comme à Bordeaux, par exemple, on a créé des journées de convergence. C'est quoi? Eh bien, c'est une journée où on bosse ensemble autour de sujets avec des groupes de travail, des ateliers, où on peut confronter ces idées, où c'est mouvant. On passe par plusieurs ateliers dans la même journée, on tourne, on avance, on échange. Et l'idée, c'est que l'information, les décisions se prennent, l'information circule, etc. Donc, notre rôle dans cette histoire, nous, c'était pas d'amener notre solution, parce que notre solution, on n'en a pas. L'idée, nous, c'était d'organiser cette progression, de faire émerger les idées et de faire converger le groupe vers des décisions. Hein. À la fin, à Bordeaux, on décide d'aller vers le Bordeaux-Claret. À la fin, en Touraine, à la fin de cette journée, on a repéré 4 ou 5 décisions sur des actions à mener dans l'année ou dans les années qui viennent, des actions de communication essentiellement, puisque c'était le sujet. Et c'est parti, on se lance, on se pose plus de questions. Donc, si on a souhaité vous présenter ça aujourd'hui, c'est pas parce que c'est une méthode originale, hein, c'est juste parce que ça fonctionne. Hein, dans les différents dossiers qu'on a pu accompagner, on observe souvent les mêmes effets. C'est-à-dire au départ, d'abord parce que ça permet de faire émerger des idées nouvelles. Hein, l'idée, elle est là. Mais aussi parce que, nous, notre action, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que ça se passe. Voilà. Cette méthode, elle permet aussi de faire rentrer des nouvelles personnes dans la réflexion collective. Donc des jeunes, des néo-vignerons, on l'a déjà dit, mais des personnes surtout qui ne pensaient pas avoir leur place. Et c'est comme ça que commence à apparaître le futur, les futurs relais du collectif, quoi. C'est-à-dire et ça crée de l'adhésion, parce qu'un projet imposé, bah, ça reste souvent le projet de quelques-uns. Quand on est un petit groupe divers, on va dire, ça devient un peu plus un projet collectif, quoi. L'objectif, c'est pas seulement de faire émerger une idée, ça, tout le monde on a des idées. Travailler comme ça permet aussi de créer une dynamique, de remettre un certain mouvement
dans l'appellation, parce que une AOP, c'est pas seulement un cahier des charges, hein, c'est un collectif. C'est un collectif. Donc, l'AOP, c'est votre maison commune. Hein, derrière le cahier des charges, il y a plus que ça. Hein, c'est une promesse, c'est un héritage à transmettre, c'est un projet à réinventer. L'AOP, c'est pas un musée. Hein, ça ne vit que si les vignerons continuent à l'habiter. Hein, ça ne vit que si les vignerons continuent à la faire évoluer et à la porter collectivement. Donc chaque génération, elle a son chantier. Hein, l'AOP, ça bouge. Hein, de toute manière, tout bouge. Voilà. Et quand on parle de terroir, Agnès l'a souligné très très largement pendant le marketing territorial. Le terroir, c'est pas que des cailloux. Hein, c'est une culture, un ensemble de savoirs, des pratiques, des valeurs. C'est un état d'esprit. C'est une capacité à évoluer. Hein. Faire évoluer une AOP, c'est pas tourner le dos à son terroir. C'est souvent le meilleur moyen de continuer à la faire vivre. Donc, je reprends un slide qui est quasiment apparu identiquement tout à l'heure. C'est piloter une AOP comme une marque. C'est pas standardisé. C'est pas suivre les modes. C'est pas renier son identité. Hein, c'est clairement rester lisible, désirable, collectif et vivant. Une AOP, ça doit rester vivant. Voilà pour ce qu'on avait un peu envie de vous dire aujourd'hui sur nos amis les AOP. Vous voyez qu'on a beaucoup de confiance et beaucoup d'envie par rapport aux appellations. Jean-Marc et moi, on reste, bien sûr, ce sont des sujets qui nous passionnent. On reste à votre écoute. Les appellations ont un vrai rôle dans ce contexte actuel. Donc, voilà. Je terminerai en disant que beaucoup d'appellations sont nées au moment de crise, hein, dans les années 30. Et penser que quitter une appellation pendant la crise, c'est une bonne idée, c'est une idée que je ne partage pas. Voilà. Bonne soirée, du coup, à tous. Bonne soirée. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.